Quel événement choquant s'est produit à un mariage qui a stupéfié tout le monde d'un coup? Tout le monde savait que Blake et Rosalie allaient durer pour toujours. Sérieusement, ce type a fait rire tellement fort le père militaire de Rosalie qu'il s'est étouffé lors de leur première rencontre, alors que le reste d'entre nous ne l'avions jamais entendu parler. Blake a inventé le jour de la fleur aléatoire, où, une fois par mois, il se présentait avec un bouquet de fleurs exotiques envoyées d'un pays différent du monde à chaque fois. Nos amis l'utilisaient littéralement comme exemple à chaque dispute. Voilà à quoi ressemble un vrai homme. Il organisait des flash-mobs pour son anniversaire, apprenait à cuisiner les recettes de sa grand-mère et traitait Rosalie comme si c'était son anniversaire tous les jours. Puis la mère de Rosalie a été diagnostiquée avec le lupus. Et Blake n'a même pas hésité. Il est passé au quart de nuit dans son cabinet comptable pour pouvoir emmener sa mère à ses traitements pendant la journée. Il a même vendu sa moto chérie, celle qu'il avait reconstruite avec son père, juste pour couvrir les quotes-parts lorsque la famille de Rosalie a atteint son plafond d'assurance. Pendant que le reste d'entre nous se plaignait de voir les parents de notre petite amie une fois par mois, Blake était à chaque dîner de famille, aidant la mère de Rosalie à cuisiner, aidant son père à réparer le toit et apprenant à son petit frère à conduire. 3 ans plus tard, Blake a fait sa demande en mariage. Il s'est agenouillé dans leur restaurant préféré avec toute sa famille présente. Avec l'anneau de sa grand-mère, qu'il avait personnellement restauré, il a fait un discours sur la façon dont elle l'avait sauvé d'être un bourreau de travail sans but. Tout le restaurant s'est mis à applaudir. Rosalie pleurait tellement qu'elle pouvait à peine dire oui. La planification du mariage a été folle. Blake a géré tout ce qui la stressait. Les appels aux fournisseurs, le plan de table, s'occuper de sa tante folle qui exigeait des options végétaliennes pour tout le monde. Le jour est finalement arrivé. C'était une belle plage et elle était bondée de 300 invités. Rosalie était magnifique marchant dans l'allée, son père les yeux humides à ses côtés, et Blake se tenait à l'autel avec des larmes coulant déjà sur son visage. L'officiant, le meilleur ami de Blake, a passé en revue toutes les choses traditionnelles, les lectures, les vœux. Rosalie est passée la première, et à la fin, tout le monde s'essuyait les yeux avec des mouchoirs. Le revirement à l'autel. Puis vint le grand moment. Blake, acceptes-tu Rosalie pour être ta légitime épouse? Toute la plage était silencieuse. Tout le monde attendait ce oui enthousiaste auquel nous nous attendions tous. Blake a regardé Rosalie pendant ce qui a semblé une éternité. Puis il a pris une profonde inspiration et a dit, aussi clair que le jour, « Il y a 2 heures, je t'aurais soulevé et crié oui. Mais maintenant, tu me dégoûtes et je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. » Il s'est retourné et est parti. Le visage de Rosalie est passé de la confusion à l'horreur en environ 2 secondes. Elle s'est littéralement effondrée sur place dans sa robe de mariée. Le meilleur ami est resté bouche bée. La mère de Blake a commencé à courir après lui, criant son nom. Les demoiselles d'honneur de Rosalie se sont précipitées vers elle, essayant de la faire respirer. Toute la plage a explosé. Les gens se levaient, criaient, demandaient ce qui venait de se passer. Blake a continué à marcher, a atteint le parking où un taxi l'attendait et est parti. Personne ne pouvait comprendre. Ses garçons d'honneur lui faisaient exploser le téléphone, n'obtenant rien. Rosalie a dû être sédatée et emmenée à l'hôpital. Son frère a commencé à appeler les hôpitaux, pensant que Blake avait fait une rupture psychotique. La vérité choquante. Alors, le témoin de Blake, Tony, a finalement pu le joindre cette nuit-là. Ce qu'il a découvert a transformé la colère de tout le monde en choc complet. Ce matin-là, Blake s'était connecté à son ancienne adresse Hotmail du lycée. Il cherchait le tout premier courriel qu'il avait envoyé à Rosalie pour lui demander de se retrouver autour d'un café. Il voulait le citer dans ses vœux pour montrer le chemin parcouru depuis ce garçon nerveux qui l'avait invité à sortir. Mais dans cette vieille boîte de réception, enfouie sous les spams et les vieux devoirs scolaires, se trouvait un courriel datant d'il y a 2 ans avec l'objet « Tu es un monstre ». Il provenait d'une femme nommée Jessica, quelqu'un avec qui Blake avait couché quand il avait 15 ans lors d'un camp d'été. Dans le courriel, Jessica expliquait que Blake avait une fille dont il ignorait l'existence suite à cette unique nuit passée ensemble il y a 12 ans. La petite fille, Mia, avait retrouvé Blake quand elle avait 10 ans.
Elle avait pris 3 bus seuls pour se présenter à la maison de Blake et Rosalie avec une photo de sa mère et un test ADN pour lequel elle avait économisé son argent de poche. Mais Blake n'était pas à la maison. Et Rosalie a ouvert la porte. Lorsque Mia a expliqué qui elle était, Rosalie a apparemment perdu les pédales. Elle a dit à cet enfant de 10 ans que son père avait dit qu'elle était une erreur, qu'elle avait ruiné sa vie parfaite, qu'il ne voulait jamais d'enfant. Surtout pas d'un bâtard d'une aventure d'un soir. Rosalie a continué pendant 20 minutes à lui dire que Blake avait dit que si Mia se présentait un jour, elle devait s'assurer qu'elle sache qu'elle était inutile, indésirable, que sa mère était une chasseuse de fortune qui avait essayé de le piéger. Rosalie a dit à cet enfant que Blake avait dit « Je préférerais mourir plutôt que de te laisser m'appeler papa » et qu'il avait déjà décidé de faire semblant qu'elle n'avait jamais existé. L'enfant est parti en sanglotant, n'a jamais essayé de contacter Blake à nouveau. Elle a fait une tentative de suicide 6 mois plus tard, laissant une note à Blake s'excusant d'exister. Rosalie a intercepté cette lettre et n'en a jamais rien dit à Blake. Quand Blake a lu ce courriel, il s'est effondré et a décidé de donner à Rosalie exactement ce qu'elle avait donné à sa fille. Une humiliation publique totale. La recherche. Quelques heures après que cette information a circulé, Rosalie a disparu. C'est alors que Blake nous a appelés. Elle va après Mia. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai attrapé mes clés tandis que Blake parlait encore et j'ai commencé à appeler tous ceux qui pourraient savoir où Rosalie irait. Mon premier appel fut à sa colocataire d'université qui a dit n'avoir pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Tony vérifiait déjà l'Instagram et le Facebook de Rosalie sur son ordinateur portable, faisant défiler ses publications à la recherche d'indices sur des endroits où elle pourrait s'enfuir. Les mains de Blake tremblaient tellement qu'il ne pouvait même pas tenir son téléphone. Il tombait sans cesse et il le ramassait. J'ai composé 3 autres numéros pendant que Tony cherchait, n'obtenant rien d'utile d'aucun d'eux. Puis je me suis souvenu que le numéro de Jessica était sur le téléphone de Blake, depuis qu'elle avait envoyé ce courriel il y a 2 ans. J'ai attrapé son téléphone et je l'ai trouvé dans ses contacts, mes doigts maladroits sur l'écran. Jessica a répondu à la 3e sonnerie, et sa voix était tendue de peur lorsque j'ai expliqué pourquoi nous appelions. Elle m'a dit que Mia était à la maison, mais qu'elle était anxieuse toute la journée. Elle n'arrêtait pas de demander si quelque chose de grave se passait avant même que quiconque ne lui parle du désastre du mariage. Je pouvais l'entendre bouger, probablement vérifiant les serrures des portes pendant que nous parlions. Elle a dit qu'elle avait déjà remarqué une voiture passer devant leur maison 2 fois ce matin-là, ce qui n'était pas normal pour leur rue tranquille. Nous avons décidé de nous séparer en équipe immédiatement pour couvrir plus de terrain. Tony a attrapé un autre ami et ils se sont dirigés vers la maison des parents de Rosalie pour voir si elle y était allée. Blake et moi sommes montés dans ma voiture pour nous rendre dans le quartier de Jessica de l'autre côté de la ville. Blake n'arrêtait pas de dire la même chose encore et encore pendant que je conduisais, qu'il aurait dû gérer ça différemment. Il a dit que l'humiliation publique au mariage aurait pu pousser Rosalie complètement à bout. Sa voix se brisait et il n'arrêtait pas de frapper sa jambe, en colère contre lui-même de ne pas avoir pensé aux conséquences. Jessica m'a envoyé son adresse par SMS, mais a dit qu'elle était déjà en train de faire un sac pour emmener Mia chez sa sœur. Elle ne faisait pas confiance à Rosalie pour ne pas se présenter, surtout après ce qui s'était passé il y a 2 ans lorsque Mia avait essayé de contacter Blake. Le trajet a semblé une éternité, même si j'ai conduit à 30 km/h au-dessus de la limite de vitesse tout le long. Blake a commencé à me raconter plus de détails sur le courriel qu'il avait trouvé ce matin-là. Il a dit que Mia avait économisé son argent de poche pendant des mois pour payer ce test ADN elle-même. Elle avait pratiqué ce qu'elle voulait dire, l'a écrit et l'a mémorisé avant de prendre 3 bus seuls pour le trouver. L'idée de sa fille se préparant si soigneusement seulement pour être détruite par Rosalie a fait frapper Blake mon tableau de bord assez fort pour le fissurer. Il ne s'est même pas excusé. Il a juste continué à parler de la façon dont Mia n'avait que 10 ans lorsqu'elle s'est présentée à sa porte. Tony a appelé alors que nous conduisions encore et a dit que les parents de Rosalie ne l'avaient pas vue depuis hier, mais qu'ils s'inquiétaient parce qu'elle les avait appelés en pleurant si fort qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'elle disait. Sa mère a mentionné que Rosalie faisait face à de l'anxiété depuis le diagnostic de lupus l'année dernière. Elle avait utilisé le contrôle comme un moyen de gérer le sentiment que son corps la trahissait. Tony a dit que son père montait également dans sa voiture pour aider à la chercher. Nous sommes finalement arrivés dans le quartier de Jessica, et j'ai ralenti, vérifiant chaque voiture que nous dépassions.
Puis Blake m'a attrapé le bras et a pointé une Honda bleue garée 3 pâtés de maison de la maison de Jessica. C'était définitivement la voiture de Rosalie. Elle avait toujours l'autocollant de stationnement de son gymnase sur le pare-brise. Blake a voulu sauter et la confronter immédiatement, mais je l'ai retenu. Nous devions d'abord appeler la police et documenter cela correctement, au cas où les choses tournaient mal. La confrontation. En attendant la police, j'ai demandé à Blake de se reconnecter à son ancien courriel sur mon téléphone. Je voulais vérifier les entêtes et les métadonnées moi-même, m'assurer que ce n'était pas une élaboration de faussaires. Le courriel était définitivement réel. Il provenait de l'adresse IP de Jessica avec des dossiers médicaux joints de l'hospitalisation de Mia. La note de suicide que Mia avait écrite était également là. Adressée à Blake, disant qu'elle était désolée d'exister et de gâcher sa vie. La lire m'a donné mal au cœur, sachant que Rosalie avait caché cela à Blake pendant 2 années entières. La détective Rita Graves s'est présentée environ 15 minutes plus tard dans une voiture banalisée. Elle a pris nos déclarations calmement, mais j'ai pu dire qu'elle prenait cela au sérieux par la quantité de notes qu'elle a écrites. Elle a demandé par radio une autre unité pour vérifier la maison de Jessica pendant qu'elle s'approchait pour vérifier la voiture de Rosalie. La voiture était vide, mais le moteur était encore chaud, ce qui signifiait que Rosalie venait juste de la quitter. Rita nous a dit de rester sur place pendant qu'elle se coordonnait avec les autres officiers. C'est alors que Jessica a rappelé, paniquée dans sa voix. Elle a dit que Rosalie s'était présentée à la maison de sa sœur, mais qu'elle était partie dès qu'elle avait vu la voiture de Jessica dans l'allée. Maintenant, elle se dirigeait apparemment vers l'école de Mia, même si c'était un samedi et que le bâtiment serait fermé. Jessica a dit qu'un voisin avait vu la voiture de Rosalie foncer dans cette direction, il y a quelques minutes seulement. Rita est immédiatement remontée dans sa voiture et nous a dit de la suivre jusqu'à l'école. Blake a saisi la poignée de la porte si fort que ses jointures sont devenues blanches, tandis que je me tenais juste derrière la voiture banalisée de Rita, à travers 2 feux jaunes et un panneau d'arrêt pour lequel elle a à peine ralenti. Elle parlait dans sa radio tout le temps en utilisant des codes de police que je ne comprenais pas, mais que Blake semblait saisir car son visage devenait plus pâle à chaque transmission. L'école est apparue en vue après environ 10 minutes. Un de ces bâtiments plus récents avec beaucoup de verre et une grande aire de jeu visible depuis la rue. Rita est entrée dans le parking et nous l'avons suivie. Mes pneus ont un peu crissé dans le virage car j'allais trop vite. Elle s'est garée près de l'entrée principale et est sortie, levant la main pour que nous restions sur place, tandis qu'elle marchait autour du bâtiment vers l'aire de jeu. Blake a commencé à ouvrir sa porte, mais je lui ai attrapé le bras et lui ai rappelé que nous devions laisser la police gérer cela en premier. À travers la clôture en grillage, nous pouvions voir Rosalie assise sur une de ces choses à ressort sur lesquelles les enfants rebondissent, en forme de cheval, se balançant d'avant en arrière avec des papiers à la main. Rita s'est approchée lentement, la main près de sa ceinture mais pas sur son arme, et s'est assise sur le banc à environ 3 mètres de Rosalie. Blake respirait si fort que les vitres s'embuaient et j'ai baissé la mienne pour faire circuler un peu d'air. Rosalie a levé les yeux. Lorsque Rita s'est assise, et même depuis la voiture, nous pouvions voir que son visage était un désastre, le maquillage coulant partout, sa robe de mariée déchirée en bas où elle avait dû s'accrocher à quelque chose. Elle a levé les papiers vers Rita, les agitant, sa bouche bougeant rapidement comme si elle essayait d'expliquer quelque chose d'important. Rita a juste hoché la tête, gardant son corps détendu, ne faisant aucun mouvement brusque. Mon téléphone a vibré, et j'ai vu 3 messages de ma petite amie me demandant où diable j'étais. Car nous étions censés rencontrer ses parents pour le dîner à 19h, et il était déjà 18h30. J'ai répondu rapidement qu'il y avait une urgence avec Blake, et elle a appelé immédiatement, ce que j'ai dû refuser car Blake essayait d'écouter ce qui se passait sur l'aire de jeu. Elle a répondu par SMS que c'était exactement ce qu'elle voulait dire, par le fait que je mettais toujours Blake en premier, et que son drame n'était pas mon problème à résoudre. Blake a vu les messages au-dessus de mon épaule et m'a dit que je devrais partir. Mais il n'était pas question que je le laisse seul en ce moment. Rita s'est levée lentement et a aidé Rosalie à se lever, ne l'attrapant ni rien de brusque, lui offrant juste sa main, que Rosalie a prise après une seconde. Elles ont marché vers la voiture de patrouille ensemble, Rosalie trébuchant un peu sur ses talons dans le paillis de l'aire de jeu. Alors qu'elle passait devant notre voiture, Rosalie a regardé directement Blake à travers la fenêtre et sa bouche a formé des mots qui étaient clairement « Je suis désolé ». Mais Blake a tourné la tête.
regardant par l'autre fenêtre à la place. Rita a aidé Rosalie à monter à l'arrière de sa voiture de patrouille. Pas de menottes ni rien de brusque, juste la guidant doucement avant de fermer la porte. Elle s'est approchée de nous et Blake a baissé sa fenêtre pour entendre ce qu'elle avait à dire. Rita a expliqué que Rosalie n'était pas en état d'arrestation, mais qu'elle était emmenée pour une évaluation à l'unité psychiatrique de l'hôpital du comté. Procédure standard lorsque quelqu'un pourrait être un danger pour lui-même. Blake a demandé des nouvelles de Mia, et Rita a dit qu'elle avait déjà confirmé avec l'autre unité que Jessica et Mia étaient en sécurité chez la sœur de Jessica. Elle a donné sa carte à Blake et a dit qu'elle appellerait avec des mises à jour, puis est retournée à sa voiture et est partie avec Rosalie à l'arrière. La rencontre et les conséquences, Blake a appelé Jessica immédiatement pour organiser une rencontre. Et après quelques allers-retours sur où ce serait sûr et neutre, ils ont convenu de se retrouver à la bibliothèque principale du centre-ville dans 1 heure. Le trajet jusqu'à là a été silencieux, à part les doigts de Blake tapotant sur son genou, cette habitude nerveuse qu'il avait depuis l'université. La bibliothèque était un de ces vieux bâtiments avec des colonnes à l'avant, et nous avons attendu dans la section pour enfants où Jessica avait dit de se retrouver. Elles se sont présentées environ 10 minutes après nous, Jessica tenant fermement la main de Mia, tandis qu'elle marchait à travers les portes automatiques. Mia était plus petite que ce à quoi je m'attendais pour une enfant de 12 ans, peut-être 1,47 m, avec un jean et un t-shirt de camp scientifique. Ses cheveux noirs étaient attachés en queue de cheval, comme Blake portait toujours les siens lorsqu'il allait courir. Elle avait exactement les mêmes yeux que lui, cette couleur verte inhabituelle, et lorsqu'elle était nerveuse, ses doigts commençaient à tapoter sa jambe avec le même motif que ceux de Blake. Blake s'est agenouillé lorsqu'elles se sont approchées, restant à son niveau des yeux au lieu de la dominer, et lui a simplement dit qu'il n'avait pas su qu'elle existait, mais qu'il était désolé pour tout ce qu'elle avait traversé. Mia l'a regardé pendant un long moment, puis a hoché légèrement la tête avant de se reculer plus près de sa mère. Jessica a sorti son téléphone et a commencé à nous montrer des captures d'écran qu'elle avait conservées pendant 2 ans. Des publications Instagram de Rosalie sur le fait d'être heureusement sans enfant par choix et comment certaines personnes n'étaient tout simplement pas destinées à être parents, publiées seulement quelques semaines après avoir rejeté Mia. Il y avait aussi un message vocal qu'elle a mis en silencieux où la voix de Rosalie était traînante, comme si elle avait bu et disait qu'elle s'assurerait que Blake ne découvrirait jamais cette petite gaffe qui s'était présentée à sa porte. Le visage de Blake est devenu plus rouge à chaque nouvelle preuve et je craignais qu'il ne frappe quelque chose. Mais il a juste serré les poings et est resté silencieux. C'est alors que Tony s'est montré, courant pratiquement dans la bibliothèque, son téléphone à la main, nous montrant comment la vidéo du mariage était devenue complètement virale avec plus de 3 millions de vues déjà. Les gens faisaient des vidéos de réaction, les sites d'information la reprenaient, et quelqu'un avait divulgué que cela impliquait une fille secrète, ce qui signifiait que les journalistes appelaient déjà les parents de Blake et se présentaient chez lui. Le téléphone de Blake a sonné juste à ce moment-là, le nom de son patron sur l'écran, et lorsqu'il a répondu, nous pouvions entendre l'homme pratiquement crier sur la façon dont les clients appelaient avec des questions sur la vidéo virale de leur comptable détruisant son mariage. Blake a essayé d'expliquer brièvement ce qui s'était passé, mentionnant la fille cachée et la tentative de suicide, mais son patron l'a coupé et a dit qu'il était en congé immédiat sans solde pendant qu'il déterminait comment gérer la situation. Blake a raccroché et est resté là pendant 1 seconde, puis a regardé Mia et a dit que rien de tout cela n'était sa faute, que les adultes prenaient parfois des décisions terribles, mais qu'elle n'avait causé rien de tout cela. Jessica a dit qu'elle devait partir car c'était trop pour Mia à gérer, mais qu'elle prendrait contact pour peut-être organiser une autre rencontre avec une supervision appropriée. Alors qu'elle s'éloignait, Mia a regardé en arrière une fois, étudiant le visage de Blake comme si elle essayait de le mémoriser, puis a suivi sa mère par la porte. La fin de Rosalie et l'avenir de Blake. 20 minutes plus tard, la voiture de patrouille de Rita est revenue sur le parking de la bibliothèque et elle s'est approchée de l'endroit où nous nous tenions toujours près de la voiture de Blake. Elle avait ce regard fatigué que les policiers ont lorsqu'ils ont eu affaire à des situations compliquées toute la journée. Et elle s'est frotté les yeux avant de nous dire que Rosalie était maintenant à l'hôpital du comté sous une retenue de 72 heures après avoir dit à l'infirmière d'admission qu'elle voulait se faire du mal. Ses parents étaient déjà là, remplissant les formalités,
et assis dans la salle d'attente pendant que les médecins faisaient leur évaluation. Et Rita a dit que Rosalie ne pourrait pas partir ni contacter qui que ce soit pendant la période de rétention, quoi qu'il arrive. Blake s'est affalé contre sa voiture en entendant cela, et je pouvais le voir traiter tout ce qui s'était passé en seulement quelques heures, du fait de s'éloigner de l'hôtel à son ex étant enfermé dans une salle psychiatrique. Jessica a appelé juste à ce moment-là, et Blake l'a mise en haut-parleur pour que nous puissions tous l'entendre dire qu'elle avait réfléchi à la situation et avait décidé que Blake pouvait écrire une lettre à Mia que Jessica lirait d'abord avant de décider si Mia devait la voir. Elle a été très claire sur le fait que la sécurité de Mia passait avant tout, et Blake a immédiatement accepté sans aucune résistance ni tentative de négocier pour plus. Nous sommes allés à mon appartement car l'endroit de Blake avait encore des affaires de mariage partout. Et il s'est assis à ma table de cuisine cette nuit-là, avec un bloc-notes légal et un stylo, barrant des lignes et recommençant encore et encore. Je l'ai vu écrire des choses comme « Je suis désolé », puis le barrer et essayer « Je ne savais pas », puis barrer cela aussi et recommencer complètement sur une nouvelle page. Il a travaillé pendant 3 heures d'affilée, essayant juste de trouver les mots justes qui assumeraient la responsabilité, sans donner d'excuses ni demander quoi que ce soit à une enfant qui avait déjà traversé tant de choses. Ma petite amie Sarah s'est présentée vers 21h et a vu Blake écrire toujours à la table et m'a immédiatement tiré dans la chambre où elle a dit que je devais arrêter de m'impliquer autant ou elle mettrait fin à notre relation. J'ai essayé d'expliquer que la sécurité d'une enfant était en jeu et que nous ne pouvions pas simplement abandonner Blake alors qu'il essayait de réparer les choses. Mais elle a dit que Blake avait créé toute cette situation avec sa vengeance dramatique au mariage. Elle a fait un sac de nuit tout en me disant que j'étais stupide de me soucier autant du drame de quelqu'un d'autre et que Blake était un adulte qui pouvait gérer ses propres problèmes sans que je lui tienne la main. Je l'ai suivie jusqu'à la porte en essayant de la convaincre de rester, mais elle est partie quand même, disant qu'elle serait chez sa sœur jusqu'à ce que j'ai réglé mes priorités. La réconciliation et la vérité de Rosalie. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 7h et c'était Jessica disant que Mia avait lu la lettre et voulait poser une question à Blake par l'intermédiaire de sa mère, qui était pourquoi il avait cru Rosalie au lieu de chercher Mia lui-même lorsqu'elle avait essayé de le contacter pour la première fois. Blake était déjà réveillé sur mon canapé. Et quand je lui ai dit la question, son visage s'est simplement froissé parce que c'était un point si juste qui allait droit au cœur de tout. Il a passé 1 heure à enregistrer un message vocal sur son téléphone, expliquant qu'il n'avait jamais su que Mia existait parce que Rosalie avait tout caché. Mais il a également pris la responsabilité de ne pas avoir été plus facile à trouver lorsque Mia a commencé à chercher. Il a admis qu'il aurait dû être plus attentif à son passé et garder une meilleure trace des personnes avec qui il avait été, même si ce n'était qu'une aventure d'adolescent au camp d'été. Tony est venu cet après-midi-là avec son ordinateur portable, disant qu'il avait aidé Blake à parcourir de vieux courriels pour voir si d'autres messages avaient été manqués. Et il avait trouvé quelque chose d'étrange dans les paramètres de messagerie de Blake. Rosalie avait mis en place des filtres de messagerie il y a 2 ans qui supprimaient automatiquement tout ce qui contenait certains mots-clés comme « fille » ou « enfant » ou « Jessica » ou « quand ». Ce qui signifiait qu'elle avait filtré ses communications pendant des années à son insu. Blake a regardé fixement l'écran qui montrait toutes ces règles de filtre que Rosalie avait créées, et ses mains ont commencé à trembler lorsqu'il a réalisé depuis combien de temps elle contrôlait les informations qui lui parvenaient. C'est alors que le téléphone de Blake a vibré avec un SMS d'une des demoiselles d'honneur de Rosalie, disant qu'elle devait lui raconter quelque chose d'important sur ce que Rosalie avait fait ce matin-là avant le mariage. La demoiselle d'honneur a dit que Rosalie avait mis en gage les bijoux de sa grand-mère, que Blake avait restaurés et retiré tous les fonds de leur mariage du compte joint avant de disparaître, ce qui représentait des milliers de dollars destinés à leur lune de miel et à leur nouvel appartement. Elle planifiait clairement quelque chose, mais personne ne savait quoi. Et la demoiselle d'honneur craignait que Rosalie n'essaie de quitter l'État ou de faire quelque chose de pire une fois sa rétention terminée. Alors que nous traitions cette nouvelle, le téléphone de Tony a commencé à exploser de notifications car quelqu'un avait publié la vidéo du mariage en ligne et elle avait déjà dépassé les 3 millions de vues en quelques heures seulement. Les gens faisaient des vidéos de réaction, les sites d'information la reprenaient et quelqu'un avait divulgué que cela impliquait un enfant secret, ce qui signifiait que toute l'histoire devenait complètement virale. Blake a commencé à recevoir des messages sur toutes les plateformes,
certaines personnes le traitant de héros pour avoir exposé Rosalie, tandis que d'autres envoyèrent des menaces de mort, le traitant de père irresponsable qui avait abandonné sa fille. Jessica a envoyé un SMS disant qu'elle rencontrait un avocat de la famille nommé Evander Pierce cet après-midi-là pour établir un cadre légal pour les tests de paternité et les arrangements de garde, car elle voulait que tout soit officiel pour protéger Mia de tout drame futur ou des personnes essayant de les contacter à propos de la vidéo virale. Blake a rencontré Evander Pierce le lendemain matin et a signé tous les papiers sans même les lire. Il a écrit un chèque pour 12 ans de pension alimentaire arriérée, là, au bureau. Pierce a dû lui dire 3 fois que le test de paternité devait être fait en premier, mais Blake continuait de pousser le chèque sur le bureau. Il a également sorti son téléphone et transféré 5 000 $ sur un nouveau compte pour les frais de thérapie de Mia. Pierce a pris des notes pendant que Blake énumérait tous ses actifs et sources de revenus pour les calculs officiels. La réunion entière a pris moins d'1 heure car Blake a accepté tout sans négocier. Cet après-midi-là, les parents de Rosalie se sont présentés à l'appartement de Blake, l'air fatigué et pluvieux. Son père se frottait le visage tandis que sa mère expliquait comment Rosalie avait toujours eu besoin de tout contrôler depuis qu'elle avait 8 ans. Ils ont parlé à Blake de la façon dont ils avaient trouvé son journal du lycée où elle avait écrit des plans détaillés pour manipuler les enseignants afin qu'ils lui donnent de meilleures notes. Sa mère a pleuré en décrivant avoir trouvé le cahier de Rosalie avec les stratégies de relation qu'elle avait utilisées sur Blake. Il n'était pas en train de trouver des excuses, mais il voulait qu'il sache qu'elle voyait un thérapeute depuis des années qui continuait de dire qu'elle s'améliorait. Blake resta assis à écouter tandis qu'il s'excusait encore et encore de ne pas avoir vu les signes. 2 jours plus tard, une travailleuse sociale nommée Josephina Ware a appelé pour organiser des entretiens avec toutes les personnes impliquées. Elle est venue chez moi en premier, car j'avais été là pour la plupart des événements. Elle a posé des questions détaillées sur ce dont j'avais été témoin et a pris des notes sur une tablette tout en enregistrant notre conversation. Elle a interviewé Blake pendant 3 heures chez lui, passant en revue chaque interaction qu'il avait eue avec Jessica et Mia. Puis elle a passé un après-midi entier avec Jessica et une autre session en tête-à-tête avec Mia dans le bureau de sa thérapeute. Elle a même interviewé Tony et certains des invités du mariage pour comprendre toute la situation. Après tous les entretiens, elle a créé un rapport de 30 pages avec des recommandations pour des visites supervisées. Choix personnels et réaction de Mia. Ma petite amie est venue ce soir-là et a commencé à crier à peine entrée. Elle a dit que j'étais pathétique de passer autant de temps sur les problèmes de Blake au lieu de me concentrer sur notre relation. Elle m'a traité de stupide de m'inquiéter pour une enfant que je n'avais même pas rencontrée. J'ai essayé d'expliquer qu'une enfant avait failli mourir à cause de ce que Rosalie avait fait, mais elle est devenue encore plus en colère. Elle a jeté ma manette de Xbox contre le mur et a dit que je devais choisir entre elle et ce drame. J'ai regardé son visage déformé par la colère et j'ai réalisé que nous voyions le monde d'une manière complètement différente. Je lui ai dit de partir et de ne pas revenir. Elle a claqué la porte si fort que mon voisin est sorti pour voir si j'allais bien. Pendant ce temps, Jessica a envoyé un SMS disant que la thérapeute de Mia voulait partager quelque chose d'important concernant sa dernière séance. La thérapeute a dit que Mia avait passé 40 minutes à dessiner des scènes du mariage qu'elle avait vues en ligne. Elle dessinait Blake s'éloignant de Rosalie, puis le barrait et recommençait. Elle a dit à la thérapeute qu'elle comprenait pourquoi Blake l'avait fait, mais elle était en colère parce que tout le monde parlait d'elle maintenant. Les enfants à l'école avaient vu la vidéo et n'arrêtaient pas de demander si elle était la fille secrète. Elle a dit qu'elle aurait aimé que Blake appelle simplement Rosalie en privé au lieu d'en faire ce grand événement public. La thérapeute l'a aidée à écrire une liste de sentiments qu'elle voulait dire à Blake un jour lorsqu'elle serait prête. Le licenciement de Blake et le danger de Rosalie. Au bureau de Blake, ses collègues avaient lancé une pétition à son insu pour qu'il soit réintégré. Ils ont recueilli plus de 200 signatures de clients disant qu'ils faisaient davantage confiance à Blake après l'avoir vu défendre sa fille. Un client a même proposé de payer personnellement le salaire de Blake si le cabinet ne le reprenait pas. Mais les associés ont tenu une réunion d'urgence et ont décidé que la publicité était trop risquée pour leur réputation. Ils ont offert à Blake un paquet de départ s'il signait des documents stipulant qu'il ne poursuivrait pas pour licenciement abusif. Blake a accepté l'accord car il avait besoin d'argent pour Mia, plus qu'il n'avait besoin de se battre contre eux. 3 jours après cela,
Rita a appelé avec de mauvaises nouvelles concernant la libération de Rosalie de sa rétention. L'hôpital l'avait libérée ce matin-là, et à midi, elle s'était présentée au lieu de travail de Jessica. Les caméras de sécurité l'ont montrée rôder dehors pendant 1 heure avant d'entrer et de demander à la réceptionniste où était Jessica. Lorsque la sécurité a tenté de l'escorter, elle a commencé à crier que Jessica avait gâché sa vie. Elle a lancé un pot de fleurs sur l'agent de sécurité et s'est enfuie dans sa voiture avant l'arrivée de la police. Jessica a dû quitter le travail plus tôt et aller chercher Mia à l'école, car elle craignait que Rosalie ne se rende là-bas ensuite. Ordre restreignant et première rencontre supervisée. La violation signifiait qu'une audience d'urgence au tribunal était programmée pour le lendemain matin. Le juge a examiné la vidéo de sécurité et les déclarations des collègues de Jessica. Rosalie s'est présentée avec ses parents et un avocat, mais elle avait l'air terrible avec des cernes et des cheveux non lavés. Le juge a émis une ordonnance de restriction formelle obligeant Rosalie à rester à 150 mètres de Blake, Jessica et Mia. Il lui a également ordonné une thérapie 2 fois par semaine et des cours de gestion de la colère. Rosalie a commencé à pleurer lorsque le juge a dit que violer l'ordonnance signifierait aller en prison. Son avocat a dû pratiquement la faire sortir de la salle. 1 semaine plus tard, Josefina a appelé pour dire qu'elle avait organisé la première rencontre supervisée entre Blake et Mia. Elle avait trouvé un café tranquille avec une salle à l'arrière et une porte de sortie au cas où Mia aurait besoin de partir rapidement. La réunion durerait 30 minutes maximum, avec Josefina restant tout le temps. Blake est arrivé 20 minutes en avance et n'arrêtait pas de regarder sa montre et de se recoiffer. Mia est entrée main dans la main avec Jessica et n'a pas regardé Blake au début. Elle s'est assise en face de lui et a fixé la table pendant que Josefina expliquait les règles. Blake a commencé par s'excuser sans donner d'excuses sur le fait de ne pas savoir qu'elle existait. Mia a demandé pourquoi il n'avait jamais cherché sa mère après le camp et il a répondu honnêtement sur le fait d'être jeune et stupide. Elle a demandé s'il avait réellement vendu sa moto et sa voix s'est brisée lorsqu'il a dit oui. Puis elle a mentionné qu'elle avait vu des photos de motos en ligne et pensait qu'elles avaient l'air cool. Le visage de Blake a complètement changé et il a commencé à lui parler de celle qu'il avait reconstruite avec son père à 16 ans. Il a décrit démonter le moteur et le remonter pièce par pièce. Pour la première fois, Mia l'a réellement regardé et a même souri un peu lorsqu'il a parlé de s'être accidentellement aspergé d'huile. La réunion s'est terminée après 22 minutes lorsque Mia s'est levée et a dit qu'elle avait fini. Blake n'a pas essayé de l'arrêter ni de demander un câlin. Il a juste dit « Merci de m'avoir rencontré ». Josefina nous a suivis dehors et a posé sa main sur l'épaule de Blake tandis qu'il regardait la voiture de Jessica partir avec Mia à l'intérieur. Elle a dit à Blake que 22 minutes étaient en fait très bien pour une première rencontre, car cela signifiait que Mia établissait des limites et testait si les adultes les respecteraient. Blake a hoché la tête et s'est essuyé les yeux avec le dos de sa main avant de monter dans sa voiture et de rentrer chez lui seul. La publication virale de Rosalie et le fonds universitaire. Cette nuit-là, Rosalie a publié une vidéo sur Facebook qui est devenue virale en quelques heures. Elle était assise dans ce qui semblait être sa chambre d'enfance, les yeux gonflés et les cheveux en désordre, parlant de combien elle était désolée pour tout ce qui s'était passé. Le problème était qu'elle a passé 15 minutes à parler de sa propre douleur et de ses luttes en matière de santé mentale et n'a mentionné Mia qu'une seule fois à la fin. Elle s'est étendue sur la façon dont le désastre du mariage avait ruiné sa vie et comment elle n'avait jamais voulu blesser personne, mais essayait seulement de protéger Blake des complications. La section des commentaires est devenue une zone de guerre, les gens la traitant de tous les noms imaginables. Quelqu'un a enregistré l'écran de la vidéo et l'a publié sur Twitter, où c'est devenu encore pire. En 2 jours, quelqu'un a trouvé l'adresse de ses parents et l'a publiée en ligne, ainsi que leur numéro de téléphone et leur courriel. Blake m'a appelé à 3 heures du matin car les gens lui envoyaient des captures d'écran de menaces contre Rosalie. Nous détestions tous les deux ce qu'elle avait fait, mais personne ne méritait que des étrangers se présentent chez eux ou appellent avec des menaces de mort. Ses parents ont dû débrancher leur téléphone fixe et Rosalie est retournée vivre avec eux parce que son complexe d'appartement avait reçu tellement de plaintes concernant des journalistes et des personnes en colère qui se présentaient. Blake a passé la semaine suivante à parcourir toutes les affaires de mariage qui étaient stockées, décidant quoi en faire. La robe est retournée au magasin pour un crédit, qu'ils lui ont donné,
même si la date de retour était passée. Les décorations et centres de table ont été donnés à une église locale. Les billets de lune de miel pour Hawaï ont été annulés pour un remboursement partiel. Il a pris tout l'argent de la vente et du retour des articles, plus les acomptes qu'ils ont récupérés des fournisseurs, et a ouvert un compte d'épargne universitaire au nom de Mia. Il n'a pas publié à ce sujet ni ne l'a dit à qui que ce soit, sauf à Jessica, qui a reçu les informations du compte dans une lettre recommandée. Le test de paternité est arrivé 2 semaines plus tard, ce qui n'a surpris personne puisque Mia ressemblait exactement aux photos de bébé de Blake. Le laboratoire a confirmé une correspondance à 99,9% et l'avocat de Blake a déposé les papiers pour établir légalement la paternité le jour même. Blake a également demandé 12 ans de paiement de pension alimentaire arriérée, même si Jessica ne l'avait pas demandé, car il voulait que tout soit officiel et voulait montrer qu'il assumait ses responsabilités. Progrès et la rencontre au magasin. Il a fallu 1 mois avant que Mia accepte de rencontrer Blake à nouveau, et cette fois, elle a choisi le lieu, qui s'est avéré être une piste de karting à 40 minutes de là. Jessica est restée dans la zone d'attente tandis que Blake et Mia recevaient leur casque et le briefing de sécurité de l'employé adolescent. Mia a choisi le kart le plus rapide disponible et a laissé Blake derrière lors de la première course. Elle lui a pris 2 tours, et quand il a dérapé hors de la piste en essayant de prendre un virage trop rapidement, elle a éclaté de rire. Ils ont couru 5 fois au total, et elle a gagné toutes les courses. Bien que Blake s'améliorait un peu à chaque fois. Après la dernière course, elle lui a fait un check avant de courir retrouver sa mère. Jessica a envoyé un SMS à Blake plus tard dans la nuit, disant que c'était la première fois qu'elle voyait Mia sincèrement heureuse depuis que tout avait commencé. 3 jours plus tard, j'achetais du lait à l'épicerie près de mon appartement lorsque j'ai vu Rosalie dans l'allée des céréales. Elle avait l'air terrible, avec des cernes sous les yeux et des vêtements qui lui pendaient sur le corps, comme si elle avait perdu 9 kilos. Elle m'a vue et a commencé à marcher vers moi, mais s'est arrêtée lorsqu'elle a vu mon visage. Nous sommes restés là peut-être 10 secondes à nous regarder avant qu'elle ne fasse demi-tour et ne marche dans l'autre direction. Il ne restait plus rien à dire, et nous le savions tous les deux. Blake avait postulé à des emplois depuis que son entreprise l'avait mis en congé et a finalement obtenu une offre d'un plus petit cabinet comptable de l'autre côté de la ville. Le salaire était 30% inférieur à son ancien emploi, mais ils étaient au courant de toute la situation et cela ne les dérangeait pas. En fait, ils ont dit qu'ils respectaient son honnêteté et ont offert des horaires flexibles afin qu'il puisse se rendre au rendez-vous de thérapie de Mia. Il a accepté immédiatement et a commencé le lundi suivant. Construire une connexion authentique. Josefina a appelé Blake pour une réunion de progression 6 semaines après cette première visite au café. Elle a dit que Mia se portait mieux en thérapie et commençait à traiter ce qui s'était passé 2 ans plus tôt. Les cauchemars continuèrent de se produire, mais moins souvent, et elle ne tressaillait plus quand les gens mentionnaient le nom de Blake. Josefina a recommandé de maintenir les visites supervisées pendant au moins 6 mois de plus avant d'essayer quoi que ce soit sans supervision. Blake a accepté sans discuter car il savait que forcer les choses trop rapidement ruinerait toute chance d'une véritable relation. Jessica a commencé à être plus réceptive envers Blake après l'avoir vu se présenter constamment et respecter chaque limite qu'il fixait. Elle a commencé à partager de petites choses sur Mia, comme le fait qu'elle aimait les expériences scientifiques et qu'elle avait appris à faire de la planche à roulettes en regardant des vidéos YouTube. Elle a mentionné que Mia apprenait à cuisiner en regardant des émissions de cuisine et en s'entraînant lorsque Jessica travaillait tard. Blake a tout écrit dans un carnet qu'il gardait dans sa voiture afin de pouvoir se souvenir de chaque détail de sa fille. 2 jours plus tard, Blake m'a montré l'horaire des cours de cuisine qu'il avait imprimé sur le site web du centre communautaire et a entouré 3 cours différents qui correspondaient à ses heures de travail. Il a d'abord choisi celui sur les compétences de base au couteau, car Jessica avait mentionné que Mia regardait tout le temps des émissions de concours de cuisine et les chefs parlaient toujours de la technique appropriée. Je suis allé avec lui à ce premier cours où nous avons tous deux appris que nous avions mal coupé les oignons toute notre vie. Et l'instructeur n'arrêtait pas de corriger la prise de Blake sur le manche du couteau. Blake s'est entraîné à la maison tous les soirs cette semaine-là, envoyant des photos à Jessica de ses tentatives de julienne de carottes et de dés de poivron, avec des messages disant que peut-être Mia les trouverait intéressants. Mais seulement si elle voulait les voir.
Jessica a commencé à les montrer à Mia, qui a apparemment critiqué son angle de couteau, mais d'une manière qui a vraiment rendu Blake heureux, car cela signifiait qu'elle faisait attention. Clôture légale et progrès. La date du tribunal pour la violation de l'ordonnance de restriction de Rosalie est arrivée plus vite que prévu. Et Blake m'a demandé de l'accompagner pour le soutenir. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, et Rosalie était assise à la table de l'accusé, semblant avoir vieilli de 10 ans en 3 mois, les cheveux tirés en arrière et vêtue d'un costume gris uni qui lui pendait. Le juge a examiné la vidéo de sécurité du lieu de travail de Jessica et le témoignage des agents de sécurité qui avaient dû escorter Rosalie. Rosalie s'est levée lorsqu'on lui a demandé et a dit au juge qu'elle acceptait l'entière responsabilité d'avoir violé l'ordonnance et comprenait qu'elle avait besoin d'aide pour faire face à ce qu'elle avait fait. Le juge a ordonné 6 mois de thérapie obligatoire, 200 heures de service communautaire dans une ligne d'assistance en cas de crise et a prolongé l'ordonnance de restriction de 5 ans. Rosalie a juste hoché la tête et a signé les papiers sans discuter ni essayer de se justifier comme l'aurait fait l'ancienne Rosalie. Tony m'a appelé le week-end suivant en disant que Blake avait besoin d'aide pour déménager et si je pouvais apporter ma camionnette. Blake avait trouvé un appartement de 2 chambres à 15 minutes de l'école de Mia, qui coûtait la moitié de son ancien logement, mais avait un petit garage où il pouvait travailler sur des projets. Nous avons chargé ses meubles, qui n'étaient pas nombreux puisque Rosalie avait gardé la plupart de ses affaires, et Blake n'a pas discuté avec elle à ce sujet. Le nouvel endroit était basique, avec des murs blancs et une vieille moquette, mais Blake semblait plus léger d'une certaine manière tandis que nous montions les boîtes. Il avait déjà converti la 2e chambre en ce qu'il appelait une chambre peut-être un jour, avec un bureau pour faire les devoirs et des étagères vides qu'il espérait remplir si Mia se sentait un jour à l'aise de lui rendre visite. 3 semaines après avoir emménagé dans le nouvel appartement, le téléphone de Blake a vibré pendant le déjeuner et tout son visage a changé lorsqu'il a vu que cela venait d'un numéro inconnu. Le message était juste une photo d'un modèle d'ADN fait avec des cure-pipes et des perles avec une légende qui disait « J'ai eu un A pour mon projet de science, de Mia. » Blake est resté là à regarder pendant probablement 5 minutes avant de répondre. « C'est incroyable. La structure en double hélice a l'air parfaite. Savais-tu que l'ADN s'ouvre comme une fermeture éclair lorsque les cellules se divisent ?» avec un petit emoji de fermeture éclair. Mia a renvoyé un emoji de visage rieur et c'était tout. Mais Blake a fait une capture d'écran de toute la conversation et l'a probablement regardée 50 fois ce jour-là. Acceptation et une nouvelle réalité. Au bout de 3 mois après le mariage, Internet était passé au scandale d'un politicien et Blake pouvait enfin aller à Target sans que quelqu'un le reconnaisse à cause de cette vidéo virale. L'employé de l'épicerie a cessé de chuchoter lorsqu'il achetait du lait et les regards dans les cafés ont largement cessé. Bien qu'occasionnellement, quelqu'un pointait toujours du doigt et chuchotait à son ami. Blake a commencé à passer les après-midi dans son garage à travailler sur la vieille moto de son père que Tony l'avait aidé à racheter au gars qui l'avait acheté au magasin. Le moteur était en pire état qu'avant, mais Blake a dit que travailler de ses mains l'aidait à tout traiter sans trop réfléchir. Il m'envoyait des photos de pièces disposées sur un journal et de mains tachées d'huile tenant des boulons qui devaient être remplacés. Jessica l'a appelé un mardi pour lui dire que la mère de Rosalie s'était manifestée, voulant s'excuser pour tout ce que sa fille avait fait sans rien demander ni essayer de trouver des excuses. Jessica lui a dit qu'elle appréciait les excuses et comprenait que les parents ne pouvaient pas contrôler les choix de leurs enfants adultes, mais que l'ordonnance de restriction resterait en vigueur en permanence. La mère de Rosalie a dit qu'elle comprenait et voulait juste qu'il sache que la famille regrettait profondément la douleur que Rosalie avait causée à Mia. 2 mois après leur visite supervisée, Josefina a appelé Blake avec des nouvelles qui l'ont fait s'asseoir par terre dans sa cuisine. Mia lui avait dit qu'elle voulait essayer de rencontrer Blake sans supervision, mais uniquement dans des lieux publics où elle pouvait partir si elle se sentait mal à l'aise. Blake a littéralement pleuré là sur le linoléum pendant que Josefina expliquait les conditions et les plans de sécurité qu'il devrait en suivre. La première visite non supervisée a été fixée pour un samedi après-midi dans un magasin de glace du centre-ville avec l'accord que Mia pouvait y mettre fin quand elle le souhaitait. Blake est arrivé 30 minutes en avance et a changé de table 2 fois, essayant de trouver celle qui lui semblait la moins intimidante. Mia est arrivée juste à l'heure et a commandé des pépites de menthe, tandis que Blake a commandé de la vanille car son estomac était trop nerveux pour autre chose. Ils ont marché dans le parc après, parlant du drame de ses amis à l'école et d'un enseignant qui donnait trop de devoirs.
Blake a principalement écouté et posé de petites questions qui la maintenaient à parler de sujets sûrs comme ses matières préférées et quels livres elle lisait pour le cours d'anglais. Elle est restée toute l'heure qu'ils avaient prévue et a même suggéré qu'ils pourraient peut-être faire du mini-golf la prochaine fois, car elle avait vu un endroit près du magasin de glace. Jessica et Blake ont établi leur communication via une application approuvée par le tribunal appelée Our Family Wizard, qui documentait tout et maintenait les conversations centrées sur l'horaire et les besoins de Mia. Ils ont établi des heures de prise en charge pour les visites et ont partagé des informations sur les rendez-vous médicaux de Mia et les événements scolaires sans entrer dans le territoire personnel. 3 semaines plus tard, le patron de Blake l'a appelé dans la salle de conférence où toute l'équipe de comptabilité s'était rassemblée avec un gâteau qui disait « Bienvenue officiellement avec du glaçage bleu ». Ils avaient voté pour l'embaucher à temps plein après l'avoir vu gérer l'audit de Mario sans une seule erreur malgré tout ce qui se passait dans sa vie personnelle. Blake est resté là, tenant une fourchette en plastique, tandis que ses collègues lui tapèrent dans le dos et lui disaient qu'ils étaient heureux qu'il reste. Le samedi suivant, Mia a envoyé un SMS à Jessica pour demander si elle pouvait voir la moto sur laquelle Blake travaillait. Et Jessica l'a emmené dans son garage où il avait tout le moteur étalé sur une bâche sur le sol en ciment. Blake lui a montré chaque pièce et lui a expliqué ce qu'elle faisait, tandis qu'elle était assise les jambes croisées à côté de lui, lui tendant des outils quand il le demandait. Elle l'a regardé rebrancher les bougies d'allumage, et quand il a eu fini, elle a dit « Merci de m'avoir montré, Blake ». Ce qui était la première fois qu'elle utilisait son nom au lieu de simplement hocher la tête ou pointer du doigt. 6 mois après ce désastre de jour de mariage, une lettre est arrivée au palais de justice de la thérapeute de Rosalie avec une déclaration jointe qu'elle avait écrite reconnaissant le mal qu'elle avait causé à Mia. La lettre ne demandait pas pardon ni n'essayait de justifier ses actions, mais déclarait simplement qu'elle comprenait que ce qu'elle avait fait était mal et qu'elle travaillait à comprendre pourquoi elle avait pris ces décisions. Blake et Mia se sont installés dans un schéma de dîner hebdomadaires à la pizzeria près de son école, où elle lui parlait de ses cours pendant qu'il partageait un pepperoni avec du fromage supplémentaire. Le mardi soir, il l'aidait avec ses devoirs de mathématiques par chat vidéo. Et une fois par mois, il choisissait quelque chose à faire, comme le bowling ou le musée des sciences, ou simplement se promener au marché fermier en mangeant des échantillons. Jessica a appelé Blake un après-midi pour lui dire que Mia n'avait pas fait de cauchemar depuis 3 semaines. Et son professeur d'anglais a dit qu'elle participait davantage aux discussions en classe. Elle s'était même fait 2 nouvelles amies qui ne la connaissaient que comme la fille qui était très bonne en chimie, pas comme l'enfant de cette vidéo de mariage virale. J'ai vu Blake passer du gars qui planifiait ses énormes gestes romantiques à quelqu'un qui s'enthousiasmait pour de petites choses comme Mia lui demandant d'expliquer comment fonctionnaient les batteries de voiture. Il ne parlait pas autant qu'avant, mais quand il parlait, c'était authentique, pas la performance qu'il avait l'habitude de monter. Puis Mia a surpris tout le monde en remplissant le formulaire à l'école, demandant à Blake d'assister à sa foire scientifique en tant qu'invité. Lorsqu'il est entré dans le gymnase, elle lui a fait un signe de la main vers l'endroit où elle se tenait à côté de son projet sur les niveaux de pH du sol et le rendement des cultures. Son professeur a serré la main de Blake, tandis que Mia expliquait comment elle avait testé 15 échantillons de sol différents et suivi les résultats pendant 2 mois. D'autres parents passaient, regardant les différents projets, mais Blake est resté juste à côté de la table de Mia, lui posant des questions sur sa méthodologie et prenant des photos de ses graphiques. Ils ont annoncé les gagnants 1 heure plus tard, et lorsqu'ils ont appelé le nom de Mia pour la première place dans la catégorie des sciences de la Terre, Blake a bondi, applaudissant si fort que les gens se sont retournés pour regarder. Mia a marché pour récupérer son ruban, essayant de ne pas sourire trop. Mais je pouvais la voir regarder Blake, qui était toujours debout et l'encourageait. Après que tout le monde soit parti, je les ai aidés à charger ses panneaux de projet dans la voiture de Jessica, tandis que Mia tenait son ruban bleu et continuait de lire les commentaires du juge sur son attention exceptionnelle aux détails. Debout là, dans ce parking vide, regardant Blake féliciter Mia pour sa victoire sans essayer de l'étreindre ni de se mettre en avant, j'ai compris quelque chose d'important. La romance de conte de fées que Blake et Rosalie avaient eue était morte et enterrée. Mais cette connexion prudente et honnête qu'ils construisaient avec Mia, basée sur le respect et la patience plutôt que sur de grands gestes, signifiait plus que n'importe quel flash mob ou fleur exotique ne pourrait jamais signifier. Le véritable amour n'était pas une question de grands moments que tout le monde publie sur les réseaux sociaux,
mais de se présenter constamment et de faire savoir à quelqu'un que vous êtes fier de lui exactement pour qui il est.